Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la deuxième étape du Tour de France Femmes. On va revenir sur le parcours de cette journée, encore une fois en Bretagne, mais un peu plus longue que la veille, même si ça reste encore un petit peu trop court à mon goût. On parlera des concurrentes de mes favorites, de la stratégie, bien entendu, tourisme, gastronomie, comme tous les jours, et le programme de cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favorites pour cette étape, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui font également cet effort. Étape numéro 2. De base, on pourrait dire étape pour les sprinteuses. Ça serait de base. Si on étudie pas totalement le parcours. Ok, on aura, je pense, un sprint à l'arrivée. Je pense. Pourrait avoir quand même un autre résultat à la fin, mais moi je pense qu'on aura un sprint parce qu'on est en début de course. Et encore une fois, les filles sont assez fraîches. Pourra quand même se méfier d'un potentiel coup du kilomètre ou d'un coup dans le final. Mais je pense qu'on aura plutôt un sprint. Par contre, sprint en boss. On a pas mal de petites bosses en fait sur ce parcours de cette étape. Et c'est là où il va falloir se méfier, avec des routes qui vont pas toujours être très larges. On est en Bretagne, donc parfois on peut avoir des routes beaucoup plus étroites dans certains coins de Bretagne. Et puis pas mal de bosses. Alors ce ne sont pas des bosses très longues, mais des bosses avec parfois du pourcentage. Alors du pourcentage, encore une fois, c'est des petits murs, c'est des murs d'1 kilomètre. Comme on en retrouve par exemple sur le Trobreau-Léon de temps en temps, sur toutes ces courses de Coupe de France chez les garçons en Bretagne. Mais ça veut dire qu'il va falloir être bien positionné avant chacune de ces bosses, qui risque quand même d'un peu d'animer la course, d'avoir un rythme assez nerveux, assez tendu. Et puis surtout, il faut se méfier parce que comme les routes vont pas être larges, comme le rythme va largement augmenter, voilà, on peut avoir une fin de course, encore une fois, où certaines filles manquent un petit peu d'énergie, malgré le fait qu'il n'y ait que 110 km au programme. Et puis aussi, il va falloir passer les bosses pour les sprinteuses. Ça, c'est clair et net que je pense que les sprinteuses classiques ne s'en sortiront pas sur cette étape. Il faudra réussir à passer les bosses et à les passer correctement. Et ça va être le défi de la journée. Alors, l'arrivée se fait sur une... C'est pas cadoudal, on est sur un faux plat montant à l'arrivée. Par contre, la dernière bosse de la journée, elle paraît plus simple que que dans la réalité. Il y a un petit passage sur la fin qui va faire très mal dans cette dernière bosse de la journée. Que dire d'autre? Eh bien, finale également technique autour de Quimper. Il va falloir faire très attention dans Quimper. On a pas mal de passes. Il y a beaucoup de difficultés au niveau aménagement urbain par les zones dans lesquelles on passe. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Attention également au vent. On est quand même proche de l'océan à certains endroits de la course, c'est-à-dire que les prévisions météo ne sont pas toujours extrêmement fiables sur la puissance du vent qui peut être plus forte que dans les prévisions. La réalité peut être plus importante au niveau du vent. Donc là aussi, il faut faire attention de ce côté-là et du final technique autour de Quimper. Donc la tâche ne sera pas facile pour les équipes de sprinteuses. Il faudra bien... contrôler cette étape va pas être facile. Voilà, ça va demander de l'énergie, ça va être fatigant pour les différentes équipes. Je rappelle qu'en plus que du côté du Tour de France Femmes, elles ne sont pas 8 au départ, mais 7. On a une fille de moins. Donc ça aussi, ça compte. Quand il faut, encore une fois, réussir à gérer un peloton, une de moins, ça peut être plus compliqué. Voilà, alors c'est vrai que normalement les filles sont habituées à être 6 au départ de chaque épreuve, mais quand même, il faudra faire attention de ce côté-là. On regarde tout de suite le dénivelé positif de cette journée du côté de ce Tour de France. Selon Pro Cycling Stats,
j'ai 1797 mètres. On est sur la 6e étape de ce Tour de France, donc ce n'est pas la plus plate. Et du côté des différents classements, alors pour le classement de la montagne, 2 et 2, 4, 6, 9 points au programme, parce qu'on a 3 côtes de 4e catégorie. Je rappelle que chez les filles, c'est 2 points pour une côte de 4e catégorie, pardon, et une côte de 3e catégorie qui, elle, donne 3 points. Vous avez également 2 sprints, le sprint à l'arrivée, le sprint intermédiaire. Au total, on peut récupérer 55 points sur cette étape. Pourquoi ? 25 points au sprint intermédiaire, 30 points à l'arrivée, plus lors du premier passage sur la ligne, un sprint bonification qui donnera 6, 4 et 2 points aux 3 premières, et le sprint à l'arrivée qui lui donnera 10, 6 et 4 secondes de bonification. Donc c'est-à-dire qu'on peut récupérer 16 secondes de bonification aujourd'hui si on remporte les 2 sprints. On regarde tout de suite le parcours de cette journée. Vous l'avez à l'écran. Voilà ce parcours donc à 110 km. Ça reste court, mais avec pas mal de petites bosses. Voilà, alors ce ne sont pas des grandes montées, mais encore une fois, pas mal de petites bosses sur le parcours. On part de Brest pour aller à Daoulas, puis le Faou. Déjà un petit faux plat montant pour récupérer Tijopic, 5 km 3,2%. Et puis on aura également un sprint intermédiaire à Châteaulin. Sprint intermédiaire qui arrive quand même assez vite dans cette journée. Avant la première côte de la journée, la plus longue, la côte de Ménez-Kerlech. 2 km 9 à 6,3 de moyenne. Ça sera au kilomètre 50, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée. On aura ensuite la côte de Locronan. Pas mal de pourcentage dans cette côte de Locronan. Là, il faudra faire très attention. Voilà. Là, il y a du pourcentage à Locronan. Et puis ensuite, on arrive dans le circuit final. On prendra donc à 2 reprises ce circuit final avec la côte du chemin de Troer. 1 km 1 à 5,5 de moyenne. Alors c'est une côte qui paraît comme ça pas extrêmement dure, sauf que les 200-300 derniers mètres sur le profil Pro Cycling Stats, je ne vous l'ai pas montré, sur le profil Pro Cycling Stats, ils sont en noir, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 9%. Donc voilà, le final de cette montée est un petit peu compliqué. Et vous regardez surtout cette côte du chemin de Troer, elle est à 4 km 500 de l'arrivée. Donc en fait, on enchaîne côte du chemin de Troer et l'arrivée à Quimper. L'arrivée à Quimper, c'est 500 mètres à 8,4%. Donc on rappelle, lors du premier passage, ça sera un sprint bonification. Lors du deuxième passage, ça sera l'arrivée, voilà, du côté de Quimper. On regarde un petit peu les passages techniques. Vous allez voir que dans le final, c'est extrêmement difficile. Alors déjà, au pied de cette côte du chemin de Troer, en gros, vous allez avoir un beau petit rétrécissement indiqué ici. Et puis ensuite, dans les derniers kilomètres, là je rappelle qu'on est en descente. Je ne sais plus où est ma souris. Ici, on est en descente, donc on a 2 virages auxquels il faut faire attention dans cette descente avant les 3 derniers kilomètres. Puis ici, un rond-point où on ne pourra passer que par la droite. On arrive aux 2 km. Là, de nouveau, une intersection. Il faudra prendre sur la gauche, donc virage à 90 degrés. On nous annonce ici 2 ralentisseurs dans cette zone-là. Là, vous avez un rond-point avec un virage assez ouvert pour aller récupérer sur la droite. De nouveau un rond-point, passage seulement par la droite ici, et surtout 4 ralentisseurs en 500 mètres. Donc ça à prendre en compte. Et puis vous gardez quand même dans le dernier kilomètre sous la flamme rouge, et bien vous avez 1, 2, 3 virages avant la ligne d'arrivée. Alors je rappelle que là, on sera en montée, donc avec cette chicane, ça va ressembler un petit peu à Boulogne, le dernier kilomètre. Pour ceux qui se souviennent l'arrivée à Boulogne cette année, du côté des garçons. Puis il faudra faire attention à la fin du premier passage sur la ligne. Cela ici, on nous a dit que là encore un rétrécissement au niveau de ce rond-point. Donc la traversée de Quimper, pas forcément évidente. Voilà pour les concurrents aujourd'hui. Vous voyez, ça grimpe bien. Cette arrivée à Quimper va être très difficile. Et entre 4 et 3 km, voilà, il faudra faire attention dans la descente. Donc avec ces 2 derniers virages qui clôturent la descente. Voilà, ensuite, c'est assez plat
pour la fin. La ligne droite, c'est pas indiqué. On la voit 320 mètres. 320 mètres, elle est visible à 320 mètres. Elle fait une largeur de 6 mètres. Voilà, cette dernière ligne droite. J'ai aussi la photo du parcours. Parce que j'ai la carte ici, voilà le circuit autour de Quimper. Vous voyez, c'est pas forcément des très grandes routes que l'on va prendre. Donc là, il faudra faire attention, surtout sur cette deuxième partie pour revenir sur Quimper. Donc il faudra faire voilà, très attention. Puis attention au vent. Encore une fois, Quimper, c'est proche de l'océan. Enfin, on sera jamais très très loin de l'océan, comme vous pouvez le voir sur cette étape. Voilà, donc il faudra faire attention. Au niveau des difficultés techniques, on a la carte là un peu plus en détail. Vous la voyez ici, cette carte. Hop, je redescends un petit peu. Hop, pour revenir ici, parce qu'on aura besoin de ça pour la météo. Mais vous voyez cette carte, donc on part de Brest. Là, c'est la presqu'île du Croison. Et on n'est jamais extrêmement loin de l'eau du côté de cette étape. Voilà, tout simplement. Allez, on regarde tout de suite le tourisme. Du côté du tourisme à Brest, pour la ville de départ, eh bien, on commence avec le musée national de la marine, qui est en fait le château également de Brest, construit entre le 3e et il y a eu des modifications jusqu'au 20e siècle. Le musée a ouvert en 1958. Alors, ce musée national de la marine retrace l'histoire de l'arsenal et des grandes flottes de haute mer, depuis Primauguet et Richelieu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et puis Brest a toujours eu une histoire importante avec la mer et avec le fait de naviguer sur la mer. Vous pouvez découvrir une collection de modèles de navires, de peintures, de sculptures, de sous-marins de poche également. Et puis on parle également du vieux Brest, du bagne également, qui a marqué l'histoire de Brest. Voilà, c'est un musée de France, tout simplement. Vous avez également du côté de Brest, on poursuit avec le téléphérique à Brest. Et bah oui, faut presque le prendre, c'est presque un lieu assez atypique. C'est le nouveau lieu de vie et de culture de Brest, avec d'immenses bâtiments hébergeant autrefois les ateliers de mécanique de l'Arsenal. Et ils ont été transformés pour devenir le plus grand espace public couvert en Europe, 10 000 mètres carrés. Alors vous avez bien des témoignages du passé, le canot de l'empereur, l'arbre d'hélice de la Jeanne d'Arc également. Alors on peut y accéder par la voiture, mais surtout par le téléphérique. Donc, bientôt, le public pourra visiter le 70.8 qui sera un centre de culture scientifique dédié aux technologies de la mer. Mais voilà, ce téléphérique assez unique le long de la mer, voilà, ça c'est à prendre. Hein. Ça permet aussi d'avoir une autre vue sur la ville de Brest. Et puis, on a également parmi les éléments à voir ce parc national. Le jardin du Conservatoire botanique national. Il invite à la découverte du monde végétal. Il a été aménagé dans une ancienne carrière. Le site fait 30 hectares et il a été choisi pour son climat doux et la présence de l'eau, ce qui fait qu'on peut cultiver des plantes du monde entier. Il s'agit de la première institution dédiée à la préservation des plantes sauvages menacées de disparition. Vous avez également des serres tropicales qui permettent de voyager parmi les plantes les plus rares et les plus menacées du monde, dont 1800 auraient disparu ou seraient en voie d'extinction sans ce jardin du Conservatoire botanique national. Environ 350 000 visiteurs par an dans ce lieu. Et puis on termine avec le monument américain. Le monument américain, hop, je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Voilà, ce monument américain que vous voyez ici à l'écran, qui a été construit une première fois en 1932, et puis il va être détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, dont on avait encore parlé hier, et il va être reconstruit en 1958 une deuxième fois. Alors, c'est à Brest en 1917 que les Européens entendirent du jazz pour la première fois. Ça a été également le port de débarquement et de retour d'1 200 000 GIs qui avaient fait
la Première Guerre mondiale. Je rappelle que les Américains ils rentrent dans la Première Guerre mondiale à partir de 1917. Avec ce bateau qui va être détruit par les Allemands, tout simplement. Si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, le monument va être élevé à leur mémoire en 1932. Il va être détruit en 1944 et on va le reconstruire en 1957. C'est le symbole des liens d'amitié tissés dès la guerre d'indépendance entre Brest et les États-Unis. Parce qu'il faut savoir que la ville de Brest soutenait les patriotes qui étaient contre la couronne britannique. Voilà, donc même déjà à l'époque, on soutenait les patriotes américains face à l'Empire britannique dans ce lieu. Enfin, aux États-Unis, voilà. C'est surnommé également la Tour Rose et elle est inscrite au monument historique depuis 2015. Voilà, on poursuit du côté de cette journée où nous allons aller désormais du côté de Plougastel. Plougastel, alors connu pour ses fraises, mais Plougastel, c'est également une ville très importante. Alors sa devise est War, Zwar, At Varvor, qui veut dire sur terre et sur mer. Alors vous avez l'église Saint-Pierre que vous voyez à l'écran, avec son calvaire qui date du XVIIIe siècle, du côté de cet endroit. Et puis bon, vous avez également la production de fraises que l'on connaît avec 6000 tonnes produites par an. Et puis le microclimat est assez particulier parce que vous avez le passage du Gulf Stream et le sol est atypique également, ce qui permet d'améliorer la production des fraises. Donc voilà, du côté de cette commune de Plougastel. Donc pas mal de choses à faire. Il y a même un musée de la fraise, voilà. Si vous voulez aller du côté de Plougastel. On poursuit du côté de nos pérégrinations. Avec alors pardon, j'ai raté. Avec le village de Daoulas. Le village de Daoulas, eh bien, il y a deux lieux intéressants. Vous avez à la fois la presqu'île du Croison que vous voyez ici, qui est une presqu'île sauvage et mystérieuse. Il y a pas mal de légendes, de toute façon, de légendes bretonnes, il y en a énormément. Alors cette presqu'île est réunie aux montagnes noires par le Ménez-Zom, qui est un ancien volcan éteint, et elle est entourée par la mer sur 3 côtés, au nord par la rade de Brest, à l'ouest par la mer d'Iroise et au sud par la baie de Douarnenez. Et puis vous avez à l'intérieur également les alignements de l'Agathe-Jarre, qui sont des monuments historiques, et en fait ils sont constitués de 3 lignes de menhir sur 200 mètres. Ça a été restauré en 1928. Et puis vous avez également le parc national naturel régional des Armoriques, à l'intérieur duquel vous avez également cette presqu'île du Croison. Il a été créé en 1969. Ça a été le second parc naturel de France, territoire 125 000 hectares, avec à l'intérieur 4 communes et 4 villes qui sont en fait des portes d'entrée pour ce parc national des Armoriques. Vous avez d'un côté Brest, Cahet, Châteauneuf-du-Faou et Landivisiau. Variété de paysages, de milieux, voilà, d'activités. Vous avez le saumon, le phoque gris, le grand dauphin également, le busard cendré, le castor également qui est présent dans ce parc naturel labellisé Géoparc mondial UNESCO. Le parc est candidat pour être le Géoparc mondial UNESCO. Et il est réserve de la biosphère UNESCO île et mer d'Iroise, et c'est classé depuis 1988. Voilà, on poursuit du côté de cette journée et de ces pérégrinations, et nous allons aller du côté du Faou. Le Faou qui est ici, c'est assez magnifique avec ce coucher de soleil. Alors c'est un ancien port important de la rade de Brest.
On n'était pas loin des Cornouailles, de Quimper, également de Brest au nord, du Crozon à l'ouest. Cité portuaire qui est labellisée petite cité de caractère. Le Faou a connu un âge d'or au 6e et au 17e siècle quand on embarquait les bois de hêtres et de chênes qui provenaient de la forêt de Cranon qui était toute proche. Alors, une partie est classée Natura 2000, puis vous avez également des maisons à Encorbellement. Voilà, des maisons à colombage du XVIe siècle dans la commune. Donc vous pouvez faire un petit tour dans cette commune du Faou. Et puis on termine, avant d'aller sur la ville d'arrivée, bien entendu, par Locronan. Locronan assez connu au niveau des villes, des villages importants. Classé monument historique depuis 1924, c'est l'un des sites les plus prestigieux et visités de Bretagne, Locronan, en raison de sa qualité architecturale. Je n'ai pas réussi à le prononcer du premier coup. Vous avez également pas mal de circuits pédestres, de circuits de VTT si vous voulez vous balader. Alors il y a eu, ça a été également un décor de film. Également, je vois un film Tess de Roman Polanski ou encore Chouan de Philippe de Borca. Un long dimanche de fiançailles également et plein de décors de films dans cette commune. Alors vous avez l'église Saint-Roman qui est d'un tel lieu important où voilà, et puis vous avez également à l'intérieur le tombeau de Saint-Ronan, voilà, du côté de cette commune de Locronan. Alors c'est pas très grand, 800 habitants, mais ça vaut le coup d'œil, voilà, avec des maisons assez remarquables. Nous arrivons à Brest et à Quimper, pardon. On partait de Brest pour aller à Quimper. À Quimper, nous avons 3 musées. Le premier musée que vous voyez ici, c'est le musée départemental breton qui a été créé en 1846 par la Société archéologique du Finistère. En fait, on est dans l'ancien palais des évêques de Cornouailles. Voilà. Donc, c'est un musée de société. Pardon, j'ai eu un petit rototo. Il présente l'archéologie et les arts, sculptures, costumes, mobilier, faïence, également des peintures du département du Finistère. Voilà, du côté de ce lieu. Vous avez des collections permanentes par une évocation de la préhistoire à travers quelques pièces majeures, notamment au niveau de l'âge du bronze et l'âge du fer. Et puis vous avez également des salles au rez-de-chaussée qui vont être consacrées au Moyen-Âge. Et puis ensuite vous allez avoir bien des costumes du Finistère datant du 19e, du 20e siècle avec une trentaine de mannequins et puis des photographies également qui présentent une sélection des modes vestimentaires, notamment du pays Bigouden ou encore du pays de Quimper. Voilà. Donc il y a pas mal de... Et puis au 3e étage, vous avez de la faïence. Alors, du côté de la faïence même, vous avez également du côté de cette commune de Quimper. Alors là, c'est le musée des Beaux-Arts. On va commencer par le musée des Beaux-Arts, parce que j'avais pris dans l'ordre et j'avais oublié qu'il y avait 2 choses qui pouvaient se ressembler. Le musée des Beaux-Arts, situé, il a vu le jour en 1864 grâce au comte Jean-Marie de Silguy, qui va léguer la totalité de sa collection à sa ville natale. La seule condition, c'était qu'un musée soit construit, ce qui va être fait. C'est l'un des principaux musées d'art de l'ouest de la France, présentant une riche collection de peintures françaises, notamment du 19e siècle, italiennes, flamandes ou également hollandaises du 14e siècle à nos jours. Voilà. Alors vous avez 1200 peintures, 2000 dessins, 12 000 gravures au tout début de ce musée. Voilà, avec pas mal de peintures anciennes, notamment Pierre Mignard, La foi et l'espérance de 1692. Donc voilà, pas mal de différents tableaux
au fur et à mesure des âges. Voilà, et pas mal de dessins également, et surtout les gravures. Ça, ce qui est le plus important, je dirais, dans ce musée. Et puis on termine avec un dernier musée, c'est le musée de la faïence, voilà, de Quimper, qui est un musée privé qui parle de la faïence de Quimper. Il est ouvert au public de la mi-avril à la fin septembre. Voilà, il a été créé en 1991 par Bernard Verlingue, qui était descendant d'une famille de faïenciers locaux. À la suite de la fermeture des faïences qui avaient cessé leur activité en 1990, et il est situé même dans une ancienne manufacture. Alors vous avez quelques 5000 pièces, donc environ 500 sont des pièces uniques datant de toutes les époques, de la faïencerie à Quimper. Voilà. Alors le premier faïencier qui est venu s'installer à Quimper, c'était en 1699, et puis ensuite, donc jusqu'en 1990, énormément de faïences ont été fabriquées dans cette commune. Donc voilà, avec pas mal de faïences particulières, pas mal d'assiettes, voilà, donc ça peut être également un lieu intéressant, mais c'est assez rare dans une commune comme Quimper d'avoir comme ça 3 gros musées à l'intérieur. Alors nous passons désormais à la gastronomie, et on commence avec ce plat qui ne semble voilà, pas hyper succulent. Alors voilà, l'allure est pas hyper jolie. Voilà. Alors c'est une spécialité originale du pays de Léon en Bretagne, qui était donc une région du nord de Brest. Voilà. Donc en fait c'est le kig à farce. Le kig à farce. Donc en fait tout simplement viande et phare. C'est ce que ça veut dire. Alors en fait c'est une sorte de pot-au-feu breton. La différence c'est que on va avoir une pâte à base de farine de blé noir qui va être cuite dans un sac en tissu et dans le même bouillon que la viande de bœuf ou le jarret de porc. On ajoute également des légumes tels que la carotte, le chou, ce qui va ressembler de plus en plus à un pot-au-feu classique. Alors, plusieurs recettes existent. Certains vont faire une pâte de farine de froment et de sarrasin. On peut également mettre des prunes ou des raisins secs. Voilà. Alors, il y a le fard noir et le fard blanc. Voilà. Le fard blanc, c'est à base de farine de blé. Le fard noir, bien entendu, avec de la farine de sarrasin. Voilà. Alors, ça daterait du 15e siècle, voilà, ce plat, rapidement, et qui a été remis en avant dans l'idée de remettre au goût du jour certaines spécialités locales, voilà, en avant. On poursuit avec une autre spécialité bretonne, bien entendu, le caramel mou, ces fameux desserts, le caramel au beurre salé, c'est une confiserie emblématique de la Bretagne. Bien entendu, le beurre salé, la crème fraîche, le sucre caramélisé. De toute façon, le beurre tendre, le beurre doux n'existe pas en Bretagne. Alors, les origines du sucre caramélisé du beurre salé breton ne sont pas connues. Alors, le kouign-amann, lui, date des années 1860. Le bonbon daterait de 1906. Et puis, il y a également la pâte à tartiner au caramel qui, elle, daterait de 1950. Alors, ce bonbon, sa notoriété va grandir dans les années 70 quand on va créer un caramel au beurre salé et aux noisettes et il va le commercialiser à Paris. Il va remporter de nombreux concours, ce qui va en faire, on va dire, un petit peu la friandise emblématique de la Bretagne. Voilà, et le caramel au beurre salé, vous le retrouvez également dans des glaces, dans des gaufres, dans des pâtes à tartiner, du caramel liquide. Enfin voilà, il y a énormément de recettes où désormais vous avez du caramel au beurre salé qui est même plus véritablement spécialement de Bretagne, hein, ce caramel, parce qu'on le voit tellement dans beaucoup de produits industriels qu'on a peut-être un petit peu perdu l'idée de base que c'était un produit breton.
On continue avec les fraises de Plougastel. Je vous en ai parlé un petit peu déjà de ces fraises qui sont du côté du Plougastel, avec notamment un musée de la fraise et du patrimoine. Il y a même une route un petit peu de la fraise. Vous avez pas mal de producteurs voilà, qui vous permettent de manger des fraises. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs races de fraises qui poussent du côté de la Bretagne. On ne fait pas qu'une seule race de fraises. Voilà, on ne fait pas que de la gariguette, par exemple, du côté de la Bretagne. On fait de la sifflorette, de la Marat des Bois, de la Charlotte également, mais c'est surtout la gariguette qui est la plus connue. Alors, ce sont des fraises qui sont cultivées hors sol, mais on peut également retrouver des fraises cultivées en pleine terre, ce qui donne quand même un goût un peu plus important à ces fraises-là, surtout que le sol, encore une fois, de Plougastel dont on a parlé, est assez atypique. Bien entendu, du côté de la Bretagne, on a fait le kouign-amann, on a fait également la galette bretonne, on a fait le gâteau breton, il restait encore un gâteau que l'on n'avait pas fait, le phare breton, c'était le dernier. Là, je crois que maintenant, sur la Bretagne, vous connaissez toute la gastronomie. Le phare breton, et bien tout simplement, c'est ce flan, on va dire, à l'intérieur duquel on va rajouter des pruneaux, phare qui veut dire en latin, qui signifie froment, blé et gruau, et en breton on l'appelle plutôt le farz fomm ou le farz fourme. Ça, c'est si on est au pays de Léon. Alors ça date du XVIIIe siècle. C'est une bouillie salée de blé noir comme celle de... Enfin voilà, c'était une bouillie et puis la recette va se transformer au 19e siècle. On va se faire ce sorte de flan qui va devenir donc le phare breton. Alors c'est très dense, c'est beaucoup plus dense qu'un flan traditionnel. C'est vrai que c'est assez lourd, on va pas se mentir, le phare breton. Et bien entendu, on a des multitudes de recettes. Alors, les principaux ingrédients, des œufs, du sucre, de la farine de blé ou de sarrasin, du lait, du beurre, de micelle, bien entendu, nous sommes en Bretagne. On peut faire une pâte qui peut contenir ou non du beurre. On peut remettre un petit peu d'huile également, alors que dans certaines autres recettes, voilà, c'est un petit peu exclu. Voilà. Alors normalement le phare breton c'est du pruneau, mais c'est vrai que maintenant c'est un peu comme le flan. On a tendance à modifier la recette pour mettre des pépites de chocolat, pour mettre du raisin sec, pour mettre pourquoi pas également de la noix de coco, mais ça ressemble plus vraiment dans ce genre de cas à un phare breton. Et puis on termine avec vraiment une spécialité locale. Ce sont les mini torchettes ou les torchettes que vous pouvez voir. Alors c'est un pâtissier, une boulangerie-pâtisserie qui fait ça. Donc des torchettes, ce sont en fait des galettes à base d'amandes, de noisettes, raisins, algues, avec également une pointe de rhum. Et puis on peut en avoir aux pépites de chocolat notamment, mais également nature. Voilà, vous pouvez en acheter des dizaines et des dizaines. Et puis vous avez également la torchette plus classique qui là ressemble vraiment à une galette. Voilà, donc ces torchettes qui s'appellent comme ça parce qu'en fait c'était le plat un petit peu pour redonner du peps aux surfeurs le matin. Et vous avez également la cougnette qui est fabriquée par la même personne. Du côté, je crois que c'est du côté de Brest, c'est du côté de la zone de départ. Voilà, si vous voulez manger ces deux spécialités. La partie histoire de ce Tour de France. Alors, Brest, on a eu une course importante féminine qui est partie depuis Brest. C'était le Tour de France, la course by le Tour de France. En 2021, faut se rappeler que normalement Brest ne devait pas accueillir le départ en 2021. Normalement, ça aurait dû être le Danemark. Sauf que, avec la Covid, ça a changé pas mal de plans. Donc, on était parti depuis la Bretagne. On avait fait quelques jours en Bretagne, ce qui n'avait pas été du bon souvenir pour
Primož Roglič notamment. Et cette course by le Tour de France, eh bien, elle était partie de Brest pour aller du côté de Landerneau. Et c'était Demi Vollering qui s'était imposé ce jour-là. La course avait été assez animée, notamment par Cécile Uttrup-Ludwig, qui avait fait pas mal de tentatives dans le final. Mais Demi Vollering avait réussi à la dépasser. Marianne Vos avait pris la troisième place dans ce sprint-là du côté des filles. Et Juliette Labousse avait fini 18e, mais c'était pas vraiment son terrain de prédilection, voilà. Et il y avait eu qu'une journée de course parce que en 2021, on savait déjà qu'on allait faire le Tour de France Femmes l'année d'après, donc c'était vraiment la dernière édition de cette course by le Tour de France qui parfois s'est déroulée sur 2 jours, mais là qui se déroulait seulement sur un jour. Et puis au départ, ça devait être à Mur de Bretagne que devait avoir lieu cette épreuve, mais pour des soucis d'organisation, elle avait été décalée sur l'étape d'avant, c'est-à-dire l'étape de Landerneau, ce qui avait un peu changé la manière de courir cette épreuve. Alors du côté de Brest, on a connu plusieurs départs, notamment des grands départs du Tour de France en 2021, comme je le disais, mais également en 2008. On était parti de Brest, également en 1974 ou encore en 1952. Voilà, nous étions partis de Brest du côté du Tour de France. Il faut savoir également que du côté de Brest, eh bien, ça a été une ville où on est régulièrement passé dans les tours d'avant-guerre. Voilà, avant la Seconde Guerre mondiale, régulièrement, on avait des étapes qui passaient par Brest. Et puis, on a eu une pause pendant une grosse trentaine d'années. Et puis depuis, on a pas mal de départs du Tour de France et notamment des grands départs en 2008, donc 2021, 52 et 74, du côté de ce Tour de France, en 54 également. Il y avait une victoire française, notamment entre Brest et Vannes, avec Jacques Vivier. Tiens, Vannes, où on était hier, également pour le départ de cette étape. Il y a même Eddy Merckx qui s'est imposé à Brest en 74. C'était un prologue ce jour-là, et il avait pris le maillot jaune qu'il avait délaissé le lendemain lors de l'étape numéro 1. Du côté de Quimper, eh bien, nous avons eu quelques arrivées à Quimper. La dernière fois, c'était en 2018. On partait de Lorient. Et c'était Peter Sagan qui s'était imposé. Tourusoft également a gagné en 2004, à l'époque du côté du Crédit Agricole. Et ce jour-là, c'était Thomas Voeckler qui était déjà maillot jaune du Tour de France, pour ceux qui se rappellent de ce Tour de France 2004. Et puis on a eu également en 91 la victoire de Phil Anderson. Et est-ce que c'était pas la première victoire australienne d'étape sur le Tour de France à vérifier du côté de Phil Anderson en 91? Le maillot jaune à ce moment-là était déjà Greg LeMond. André Darrigade également en 58 avait gagné une étape qui partait cette fois-ci de Quimper, parce qu'on a eu parfois des départs d'étape Quimper-Saint-Nazaire du côté du Tour de France. On passe désormais à la cycliste du jour, et on en a deux aujourd'hui, parce qu'on a Cédrine Karbol. Bien entendu, Cédrine Karbol, elle vient de la ville de Brest. Autant vous dire qu'on est obligé de parler. Cédrine Karbol qui a rejoint l'AEF cette année. Avant, elle était chez Ceratizit. Alors Cédrine Karbol, dans son palmarès, vous avez donc une étape du Tour de France Femmes. C'était l'an dernier. Vous avez également les 3 vallées varésines l'an dernier aussi. Le Tour de Normandie, c'était en 2023. Et déjà 2 titres de championne de France du contre-la-montre en 2023 et cette année en 2025. 6e du dernier Tour de Suisse, 4e de la Vuelta cette année, notamment 5e de l'étape de Bora, 4e de Liège-Bastogne-Liège également, et on l'avait vu dans l'échappée de la Flèche Wallonne qui a vraiment marqué, je trouve, un tournant dans cette saison, cette échappée sur la Flèche Wallonne. Que dire de côté de Cédrine Karbol, elle a commencé très jeune par le VTT avant de faire
le cyclisme sur route, notamment du côté de la commune de Saint-Ronan. Et puis, c'est aussi une tête bien faite, hein, mais comme souvent du côté des féminines, parce qu'il faut prévoir l'après-carrière. Notamment eu un bac S, voilà, très jeune, 2019, oh non, ouais, à 19 ans, voilà, un bac S, voilà, avec mention. Voilà, et elle est en BTS en diététique, voilà, du côté de Cédrine Carbol, qui a été également vice-championne du monde espoir, aussi dans son palmarès, voilà, du côté des différents résultats qu'elle a eu dans sa carrière. Et puis Tissia Rio, alors Tissia Rio, là, ça fait partie des nouvelles pépites du cyclisme, la même génération que Julie Bégaud, hein, Tissia Rio, qui était dans l'équipe avec Julie Bégaud, je crois qu'elle est même 10e ou 11e des championnats du monde quand Tissia Rio s'impose. 11e du dernier tour de Norvège du côté de Tissia Rio. Elle a pris la 8e place du Région Pays de la Loire Tour féminin, notamment 2e du Tour du Portugal en 2024 aussi. 6e d'une étape du Tour international des Pyrénées. C'était aussi en 2024 et 14e du Tour international de l'Ardèche. Voilà, là ça fait partie aussi des nouvelles pépites chez Arkea. Et là encore, je vais me répéter, on espère que si on trouve un repreneur, ça sera également pour l'équipe féminine parce qu'on a des bons talents dans cette équipe féminine et elle participe à ce Tour de France comme Cédrine Carbaol. Donc voilà, Tissia Rio de Quimper, Cédrine Carbaol de Brest du côté de cette étape. On passe à la météo. Je vous mets un petit peu la carte à l'écran du côté de la météo. Eh bien, le temps sera nuageux, mais devrait être sec normalement du côté de cette étape. Température entre 19-21 degrés. Hein, on n'est pas sur un temps caniculaire. De toute façon, les filles sur ce Tour de France ne devraient pas avoir des conditions extrêmement chaudes. Hein, normalement, selon les prévisions météo pour la semaine prochaine. Un vent de nord-ouest, il sera entre 15 et 30 km/h. Hein, ce vent de nord-ouest, donc qui vient de la mer, hein, le vent donc, qui va taper comme ça hein, sur les concurrents. Donc plutôt de dos jusqu'à Quimper. Quimper, il sera un petit peu plus fort, on sera plutôt entre 20 et 35 km/h. Un petit peu plus fort du côté de Quimper, donc il sera de face sur la face aller et de dos sur la face retour. Donc ça va être intéressant pour les concurrents dans les différentes montées. Stratégie, moi je pense que l'on aura un sprint à l'arrivée, même s'il devrait nous manquer des éléments, hein, parce que les sprinteuses qui ne passent pas bien les bosses devraient avoir du mal, il faudra avoir de la caisse. Voilà. Comme on dit, il faudra avoir autre chose que seulement des qualités en sprint. Voilà, il faudra avoir des qualités, un niveau global important. Voilà, par exemple, pas seulement avoir 80 en sprint et 60 en montagne pour ceux qui jouent à Pro Cycling Stats. Voilà, il faut avoir un peu plus de densité également sur ces valeurs, on va dire en vallonné, sur ces valeurs également d'endurance sur cette étape-là et de récupération. Et pour les leaders du classement général, va pas falloir se faire avoir. Ça ne m'étonnerait pas qu'une leader du classement général perde du temps aujourd'hui parce que il va falloir être dans le coup tout de suite et surtout, encore une fois, faire attention à la largeur des routes, au placement du côté de cette étape et notamment sur la deuxième moitié de journée. Et ça va pas être évident pour les concurrents, donc il faudra faire vraiment attention de ce côté-là. Et puis comme je dis toujours, c'est la grosse différence entre le cyclisme féminin et le cyclisme masculin, c'est que le niveau technique sur le vélo est beaucoup plus hétérogène du côté des filles. Chez les garçons, même les moins bons ont quand même un minimum de technique quand même sur un vélo. Chez les filles, parfois, il y a des erreurs un peu bêtes parce que on n'a pas toujours fait les écoles de cyclisme. Parfois, on a commencé par le duathlon, par le triathlon, où on n'est pas forcément en peloton et on est arrivé sur le tard du côté du cyclisme sur route, beaucoup plus que chez les garçons. Et forcément, on a parfois un niveau technique, une mauvaise appréhension de certaines situations, mais il y a beaucoup plus. C'est là la grosse différence pour moi, c'est le niveau est beaucoup plus hétérogène, le niveau technique sur le vélo. Du côté de mes favorites pour cette étape, Lorena Wiebes.
Pour moi, elle a tellement progressé en boss, V-Bus. Elle a même un peu perdu en sprint, je trouve. En domination du sprint, même si elle est toujours extrêmement forte, mais à une époque vraiment à broyer des vélos, on aurait dit Arnaud Delis. C'est un peu moins le cas aujourd'hui du côté de V-Bus. Par contre, elle a progressé dans sa manière de passer les différentes difficultés. Donc je pense qu'il faudra se méfier de V-Bus. Marianne Vos, toujours là, Marianne Vos. Voilà. Imaginons que V-Bus craque, eh bien Marianne Vos sera la favorite sur ce type d'arrivée-là, sur une montée difficile. Je mets Balsamo également. Même si... alors, elle a une équipe qui va être quand même plutôt à son service, hein, Balsamo. Parce que chez Lidl Trek, je trouve qu'au niveau de la montagne, c'est faible. Mais elle est plus aussi forte qu'à une époque, Balsamo. Voilà, elle est moins performante. C'est vrai que, avant que V-Bus arrive, elle dominait le sprint. Ensuite, V-Bus est arrivé. Mais quand V-Bus n'était pas là, elle arrivait quand même à s'imposer. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas du côté de Balsamo. Et puis en grosse cote, je tente un grand coup là, avec Lara Gillespie, l'Irlandaise, qui avait été très bonne également du côté de Nokele-Corseux, pour ceux qui s'en rappellent, puisqu'elle était tombée à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, puis elle avait quand même réussi à prendre le top 5, elle a été très intéressante sur les classiques. Depuis sa saison de classique, elle a été beaucoup plus discrète, Lara Gillespie, moins de résultats, mais je dirais que l'Irlandaise, il va falloir quand même s'en méfier aujourd'hui. Ça peut être peut-être la grosse cote. Même si, encore une fois, elle est chez UAE, donc on protégera aussi Elisa Longo Borghini. Donc il faudra voir si on lui donne sa carte. Un petit peu ce qu'on fait de temps en temps avec Van Aert du côté de la Visma Lease Bike. Du côté du programme télé, départ fictif à midi 10. Tout simplement parce que l'étape doit arriver avant le départ de l'étape des Champs-Élysées chez les garçons. Donc c'est pour ça qu'on part aussitôt. Un départ fictif qui sera assez long, d'une vingtaine de minutes. Châtelain, le sprint intermédiaire à 65 km de l'arrivée entre 13h34 et 13h40. La côte du chemin de Troyes en quatrième catégorie à 30 km de l'arrivée entre 14h21 et 14h33 pour le premier passage dans cette côte. L'arrivée est prévue, elle, entre 15h04 et 15h20 avant le départ des garçons. Le départ des garçons, c'est aux alentours de 16h normalement pour la dernière étape du Tour de France. Quoique là, ça sera peut-être un petit peu plus tôt parce que l'étape est plus longue, hein. Chez les garçons, on est sur du 130 km, un peu plus de 130 km. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on fera le débrief de cette étape cet après-midi. Voilà, donc vous l'aurez en soirée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment dès demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 3. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.